En fait, ce que je fais dans le livre Oracle, c'est quasiment pas de la BD, c'est quasiment plus de l'ordre du texte illustré, quoi. Je sais pas, j'ai pas vraiment de grandes théories là-dessus, mais disons qu'à partir du moment où quasiment chaque case dans ce projet-là est surmontée d'une cartouche qui a un texte qui pourrait se lire sans le dessin, c'est un travail qui s'approche plus, oui, du texte illustré, je dirais. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Bloum, bloum, blaouf, du très grand art. Salut à tous, salut à toutes, c'est le fils de Bulle. Le bonhomme que vous avez entendu en intro, c'est Xavier Boussou, et c'est un extrait de l'interview que j'ai faite avec lui il y a quelques semaines. Interview que vous pourrez retrouver en intégralité à la fin de cette vidéo. Si j'ai voulu vous montrer cet extrait a priori du reste de la vidéo, c'est que ça va me donner l'occasion de parler de ce sujet qui me taraude depuis quasiment les débuts de la chaîne. La question étant, c'est quoi une bande dessinée ? Ça c'est une bonne question ça. Et pour ça on va étudier la différence entre une BD et un texte illustré. Mais avant, on va se donner un peu de contexte en parlant de la BD Oracle, œuvre que son propre auteur Xavier hésite à appeler bande dessinée. Allez, c'est parti. Le livre Oracle, c'est ça. Une BD toute petite qui rassemble 26 histoires courtes écrites sous la forme de prophéties. L'auteur Xavier Boussou nous propose d'imaginer différents futurs possibles pour nos sociétés. Futur plus ou moins probable et farfelu. Dans une des histoires, il nous raconte par exemple le jour où Philippe Etchebest devient président de la République. Dans une autre, il nous explique que les scientifiques sont enfin parvenus à boucher le trou de la couche d'ozone, mais au prix de la couleur du ciel. Celui-ci passant de bleu à rose pour toujours et les conséquences qui en ressortent. Bref, c'est un bouquin à la fois loufoque et engagé, nous permettant par l'humour de remettre en cause nos modes de vie et d'anticiper les changements politiques à venir. Paru initialement sur Instagram, ces récits sont tous conçus de la même façon, plus ou moins 10 cases avec un dessin épuré et des cartouches qui permettent à l'auteur de dire beaucoup de choses en peu de place. La principale différence entre l'Instagram de Xavier et le livre physique, outre le fait que le livre contienne bien sûr un grand nombre de bonus ainsi que des histoires remaniées, c'est que le livre est invariablement composé de 2 cases par page, ce qui amorce une lecture différente de celle d'Insta, dans laquelle on faisait défiler les images de la gauche vers la droite, une case après l'autre. Le format du livre se veut être plus ou moins de la taille d'un téléphone, afin d'imiter un peu la prise en main originelle des histoires et le champ de vision supposé du lecteur. Ces histoires donnent beaucoup d'importance aux cartouches, étant donné que raconter une histoire longue en 10 cases, c'est, disons-le, assez compliqué. Le cartouche permet donc de donner au lecteur une certaine dose d'information qu'il serait impossible à développer par le dessin dans un espace si restreint. La BD Oracle semble donc dire plus qu'elle ne montre. En apparence en tout cas. Moi je pense surtout que Boussou est un peu dur envers lui-même. Mais pour vous le faire comprendre, on va devoir parler de la différence entre une bande dessinée et un livre illustré. Alors déjà, quand j'ai voulu faire mes premières recherches, je suis tombé sur ce site, qui nous dit « Le roman illustré, ou plus exactement le roman graphique, pourrait être défini comme étant le chaînon manquant entre le roman et la bande dessinée. » Bon là déjà il y a une confusion assez maladroite entre le roman graphique et le roman illustré. Il serait évident pour le spectateur que les deux sont bien deux entités distinctes, le roman graphique étant par essence déjà une bande dessinée. Mais la confusion reste intéressante en elle-même et montre bien qu'il y a une sorte de brume recouvrant les domaines du livre illustré et celui de la bande dessinée. Bon, reprenons la définition d'illustré. Action d'adjoindre une représentation graphique à quelque chose, généralement un texte, ou de représenter quelque chose sous forme graphique afin de la compléter, de la rendre plus claire ou plus attrayante. Je pense qu'on tient là quelque chose d'intéressant. Dans un livre illustré, l'image fait office de support, elle aide le lecteur à comprendre le texte. L'image devient alors un exemple, une décoration ou un ajout. Et ça, vous me voyez venir, c'est pas la même chose qu'une bande dessinée. Si on reprend la définition de Gronstein dans la bande dessinée mode d'emploi, la BD est un art séquentiel régi par la solidarité iconique. Je me permets ici de citer mon moi-même du passé, parce qu'il explique plutôt bien le mec quand même, on peut lui reconnaître. Faudrait que je l'invite en interview un jour. La solidarité iconique, c'est le fait de disposer, selon un certain ordre, un ensemble d'images plurielles et solidaires. Plurielles parce qu'une seule image ne peut former à elle seule une bande dessinée. Une case de BD n'existe qu'en rapport à une autre case qui la précède ou qui lui fait suite. Une image unique peut tout à fait être narrative par elle-même, comme c'est le cas pour un dessin de presse par exemple.
Mais son autosuffisance l'éloigne des critères de la bande dessinée. La bande dessinée suggère une succession. Cela est lié au deuxième critère, la solidarité. Si je place la Joconde à côté du radeau de la Méduse, je crée une séquence certes, mais je ne crée pas une bande dessinée. La BD présuppose une intention de faire coexister différentes images dans un rapport d'interdépendance, sans quoi elle ne raconterait rien. Une BD pour Groenstein, c'est donc un art séquentiel régi par la solidarité iconique. Si on reprend notre exemple de Martine, on ne peut que constater que certes les images sont plurielles, mais surtout qu'elles ne sont pas solidaires. Lire un album de Martine avec seulement les images, c'est pas lire l'aventure de Martine. Si on lit seulement les images, on se raconte notre propre histoire. L'œuvre est dans le texte, l'image ne fait que l'illustrer, la décorer. Si on prend Le Petit Prince, livre illustré par excellence, on constate la même chose. La beauté du Petit Prince ne se trouve pas dans la succession des images, mais dans l'ensemble de l'œuvre, et en particulier dans cette prose poétique. L'essentiel est dans l'invisible, loin des yeux, du cœur, un truc comme ça. On pourrait d'ailleurs, comme dans Martine, ne lire que le texte et s'en trouver bien. Alors que, par exemple, se contenter de ne lire que le texte dans Tintin, ça va pas nous mener très loin. Vous me croyez pas? Je vais vous lire un extrait de la planche 22 de Tintin au Tibet sans les images. Préparez-vous. Fermez les yeux. Allez, fermez les yeux. C'est bon? C'est parti? Le lendemain, on se croirait dans une forêt des Alpes. 2 heures plus tard, si j'avais des rhododendrons comme ça à Moulinsart, et dans l'après-midi, plouch, une espèce de fruit pourri qui s'est détaché de l'arbre. Je me demande d'où ça vient ce machin. Plouch. Bon. Je pense que ma démonstration, bien qu'un peu confuse, est suffisamment éloquente. Le dessin de bande dessinée n'est pas un simple dessin d'illustration. Il apporte quelque chose d'essentiel à la narration. Narration qui prend relativement cher sans elle. Sans lui. Je sais plus. La question est donc maintenant, Xavier Bouissou a-t-il raison de prétendre que son livre Oracle est un livre illustré et non une bande dessinée? Attention, la réponse pourrait vous surprendre. Ou pas. Comme exemple, j'ai pris l'histoire numéro 12 qui parle d'Algo, une application de rencontre codée par l'État. Cette application permet aux humains de trouver leur âme sœur en se basant sur un algorithme, et surtout, c'est important, elle ne se trompe jamais. Et effectivement, à première vue, on a l'impression que les dessins ne sont là que pour illustrer le texte. Par exemple ici, Bouissou nous dit que ceux qui n'ont pas l'application se sentent très seuls, et il dessine quelqu'un qui pleure. Bon, c'est vrai que niveau bande dessinée, on a vu mieux. Mais, il y a d'autres images qui racontent des choses que le texte ne nous dit pas. Ici par exemple, Algo connaît la date idéale pour la rupture avant que ne commence la phase de pourrissement du couple. Les gens du futur sont tels des surfeurs prenant vague après vague pour vivre chaque instant à fond les ballons. Dans ce cas, l'image n'est pas simplement une illustration. Elle raconte aussi quelque chose d'autre. La femme reçoit une notification sur son téléphone qui lui dit qu'il est temps d'aller vivre une nouvelle aventure. Or cette femme, c'est la même femme qu'au début du récit. C'est un personnage que l'on suit depuis quelques vignettes. C'est le même personnage dont on suit l'histoire d'amour depuis le début du récit. Et dans ces deux cas en particulier, on est loin de la simple illustration. On voit les conséquences de la prophétie sur sa vie amoureuse. On ressent comment elle le vit, c'est-à-dire plutôt bien. En fait, c'est un peu fort de café de prétendre que l'image n'est là que pour accompagner le texte, alors que c'est elle qui lui donne du corps, qui lui donne réalité. Parce que pris séparément, le texte n'a quasiment aucune valeur, ou bien il a la valeur des prophéties qu'on pourrait se raconter entre potes. Mais avec le dessin, Xavier crée une séquence composée d'images plurielles et solidaires, images dont le dessin fait partie. Les deux ne sont pas séparés, ils font corps ensemble. Sans l'image, le texte perd sa valeur, parce qu'il perd le médium qui lui permettrait de transmettre son émotion. Pour qu'Oracle soit simplement un livre illustré, il aurait fallu que le dessin n'apporte rien de plus que l'image. Or, l'image raconte aussi bel et bien une histoire. Il ne complète pas, il ne rend rien plus clair et il ne rend pas attrayant, ou alors de façon accidentelle. Mais avant tout ça, il raconte avec ses propres codes. Au fond, posons-nous la question, à quoi sert une image en bande dessinée ? À faire joli. Ici je m'appuie sur un article de Groenstein dans le bouquin de la bande dessinée. Je cite. Il convient par ailleurs de faire une distinction entre illustration et bande dessinée, car le dessin de bande dessinée n'est pas illustratif. Il est en général ontologiquement narratif. Une case n'est pas faite pour être contemplée à la manière d'un tableau ou bien d'une illustration. Elle est faite pour être traversée, consommée de façon transitive et intéressée. Nous y cherchons les informations nécessaires et suffisantes à l'intelligibilité de la situation. Pour le dire simplement, l'image en bande dessinée est porteuse de sens. Son trait, sa forme, sa couleur, tout ce qu'elle contient a un intérêt sémantique. Le dessin donne toujours un point de vue particulier. Il donne forcément un point de vue narratif sur ce qui est dit. Dans un livre illustré, c'est pas le cas. On admire l'image, on laisse les enfants, ou les adultes, soyons beaux joueurs, s'y attarder.
la regarder et s'en imprégner. Dans une BD, on passe rapidement à la suite. On capture les informations de l'image et on passe à la séquence suivante, armée de ces infos. Dans Martine, le dessin n'aide pas à comprendre. Dans l'extrait d'Oracle que je vous ai montré, c'est le contraire. Le dessin est ontologiquement narratif, il apporte du sens. Dans l'histoire numéro 8 sur les notations Tinder par exemple, le dessin permet de donner du sens à la phrase « Les usagers devront se dépasser à chaque date ». On lit ça, puis on traverse la case, cause-conséquence. C'est une séquence narrative. Pareil pour la séquence suivante qui raconte tout autant que le cartouche. Katharina a fait péter son chat devant moi. On y trouve bien les informations nécessaires et suffisantes à l'intelligibilité de la situation. Ici, la cartouche dit que le note Tinder peut avoir un impact sur la recherche d'emploi. Si on garde que le texte, une note Tinder peut avoir un impact sur la recherche d'emploi, j'ai un peu envie de vous dire qu'on s'en fout un peu, que c'est pas intéressant en soi. Le texte est trop court, trop concis pour être intéressant par lui-même. C'est bien l'image, ou plutôt l'unité de l'élément qui va donner son intérêt à la case. Le 26 janvier, une certaine Eva dit que vous lui avez parlé de vos problèmes sur l'oreiller. Devrions-nous être au courant de ces problèmes avant de prendre notre décision? Là tout de suite ça devient plus intéressant. On a le cartouche, le monologue et l'image qui cadrent le propos. Là c'est intéressant en soi. C'est le rappel que l'œuvre c'est la bande dessinée prise dans son entièreté et non les vignettes prises séparément les unes des autres comme des tableaux. Pour conclure, je dirais que l'humilité de Xavier Boussou l'honore. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le livre Oracle est bel et bien une bande dessinée. Des os, pas des os. Une bande dessinée qui fonctionne sur un mode narratif particulier peut-être, et qui n'a pas l'ambition de raconter de grandes aventures pleines de détails. Une bande dessinée dont la composition n'est pas à se jeter par terre, mais une bande dessinée quand même. Et je dirais même plus, une bonne bande dessinée que je vous encourage à lire. Tout ça pour dire que du coup, ouais, j'ai reçu l'auteur en interview, et que on va regarder cette interview. Et ouais. Salut Xavier, bienvenue sur la chaîne. Bonjour fils, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Il y a une chose qui me plaît particulièrement dans ton style, et c'est d'autant plus visible dans le livre Oracle, c'est la place et l'importance que tu redonnes aux cartouches. Il me semble que c'est un outil qui a été un peu délaissé depuis pas mal de temps maintenant. C'est une volonté de ta part ou bien une sorte d'accident? La cartouche, c'est vrai que c'est un élément quelque part un peu désuet. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu vulgaire. L'idéal un peu artistiquement, c'est de dire, c'est show don't tell, quoi. Donc montre au lieu de dire. Donc en gros, fais comprendre les informations aux gens au lieu de leur écrire en cartouche, quoi. Donc c'est un peu un dispositif qui ramène à Tintin, à de la BD en strip à l'ancienne et qui est un peu désuet. Mais enfin, je pense que ça revient. Par exemple, pourquoi moi j'ai réadopté la cartouche beaucoup dans mes BD, parce que sur Instagram, en fait, t'as que 10 cases, quoi. Et donc, pour pouvoir donner un peu d'ampleur narrative à ces 10 cases-là, la cartouche est un outil super pratique parce que ça te permet de faire beaucoup d'ellipses, de décrire des situations, et ça permet tout simplement de donner une impression de densité dans ton récit, alors qu'en réalité, il n'y a que 10 cases, quoi. Donc moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup à cause de ces contraintes de format, et aussi parce que, je sais pas, en fait, j'aime bien cette espèce de petite voix off, je trouve ça marrant. Tu peux nous parler un peu de ta technique de dessin? Je le trouve à la fois très lisible et un peu, grossier, on va dire. Je sais pas trop comment le formuler autrement. Je dessine souvent en plus petit que le format final, ce qui donne effectivement ce côté grossier. Pourquoi je dessine en plus petit? C'est parce que, comme pas mal d'artistes, je suis à la recherche d'une certaine simplicité. Et donc, le fait de dessiner petit, ça me permet de faire des cases où je suis forcé de pas mettre trop d'éléments. Déjà que c'est hyper compliqué d'être dans ma tête, et en plus il faut dessiner tous les petits détails, c'est relou. Et puis pour le lecteur, parce que moi je pense vraiment qu'il y a... Moi je suis très influencé par Hergé, par une certaine école franco-belge, et puis aussi par Karl Barks, le premier auteur de Picsou. Et c'est des gens qui ont une ligne très claire et qui sont vraiment dans une notion de lisibilité. Et donc moi j'essaye d'être dans cette école-là. Ça fait maintenant 2 BD que tu te prends pour un gourou. N'as-tu pas peur d'épuiser le filon? En fait, il y a une BD dans laquelle je me prends pour un gourou, c'est ma première BD, c'est Toonzy dont tu avais déjà parlé. Et donc celle-là, oui, effectivement, il y a un peu l'idée de faire une sorte d'autofiction, parce que ça parle de moi très, très vieux dans le futur, qui est devenu une sorte de réel. En réalité, cette BD, je tiens à le dire, elle parle pas réellement de moi. Si ça questionne la personnalité de quelqu'un, c'est plutôt celle de Raël. C'est comme un pacte avec moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, dans Toonzy, le fait de me représenter moi-même, qui est devenu un vieil homme aigri et qui profite des autres, c'est comme une façon de m'interdire à moi-même de devenir ça. Donc, et que si jamais je deviens une vieille merde, les gens diront ah ouais, il avait comme dans sa BD, quoi. Donc je ne peux pas devenir ça. Ça tue cet embranchement-là, ça tue ce futur potentiel. C'est vrai qu'il y a une sorte d'ego trip un peu mégalo, je peux pas le nier. Par contre,
Dans le livre Oracle, c'est pas le cas. Le livre Oracle, c'est un recueil de petites prophéties. Je suis absolument pas présent dedans, si ce n'est, oui, qu'il y a une voix off qui s'adresse au lecteur, donc on peut imaginer que c'est moi qui adresse directement le lecteur, mais enfin, je veux dire, c'est pas... J'ai pas l'impression spécialement de me mettre en scène moi-même avec ce projet. Ça te vient d'où cette fascination pour les sectes? Je suis assez sujet à tomber dans les trucs ésotériques. C'est-à-dire que, par exemple, ma première amoureuse, quand j'étais en CM1, Lucie Monfray, si elle regarde cette vidéo, et en fait, elle me racontait que le soir, quand elle était chez elle, elle avait un portail pour aller dans une autre dimension, et où il y avait des êtres de lumière et tout, qu'elle, en fait, elle avait des pouvoirs magiques, et elle me le racontait comme si c'était la vraie vie. Et en fait, elle me racontait juste la série Charmed, quoi, mais... Et en fait, je l'aimais pour ça, je savais que c'était faux, mais en même temps, j'aurais tellement aimé que ce soit vrai. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais amoureux d'elle. Ensuite, quand j'avais 18 ans, j'ai été initié un peu, enfin, j'ai commencé à être initié un peu à l'alchimie. Bref, il y a toujours eu un truc où ça m'intéressait, quoi, ces univers-là. Donc, pas le seul artiste que ça intéresse. Par exemple, Paul Thomas Anderson ou des réalisateurs comme ça, leurs films ne sont que des films sur des relations d'emprise entre les gens. Et effectivement, l'emprise qu'un gourou peut avoir, la solitude qu'il peut éprouver aussi malgré sa situation, bah, c'est forcément des choses qui sont très intéressantes. Bon, allez, assez parlé de Toonzy, comment est né le projet Oracle? Comment le projet est né? Attends, je vais te montrer comment le projet est né. D'abord, j'ai commencé par faire un fanzine, ok, qui s'appelait L'Artiste Oracle, que j'ai fait pour le Festival d'Angoulême en 2020. Et comme c'était l'année 2020, bah, du coup, je me suis dit, je vais faire une BD où j'imagine un peu ce qui va se passer dans la décennie 2020, genre, comme un genre d'almanach, comme l'almanach de Retour vers le futur. Comme j'ai commencé à faire ce fanzine hyper tard, genre 2 semaines avant le Festival d'Angoulême, je savais que je pourrais pas faire beaucoup de pages. Et donc j'ai fait des cases en gaufrier. C'est beaucoup plus simple, j'avais pas besoin de m'arracher les cheveux sur une mise en page sophistiquée, juste des petites cases. Et en plus, comme elles sont petites, j'ai pas le temps de faire des dessins trop élaborés. Donc voilà, un truc d'efficacité. Et pour avoir une impression de densité, de la narration, comme on en parlait, en cartouche. Et en fait, moi, pendant toutes les périodes, j'ai fait ce fanzine, mais j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait plein de fanzines. Et mon fantasme de fanzineux, c'était de faire des fanzines gratuits. Parce que, je sais pas, moi-même, j'avais pas de sous. Donc, je pense que j'avais un peu une notion d'histoire de l'argent. Donc, tu vois, par exemple, je faisais un fanzine qui me coûtait 4 € imprimé. Et en fait, je vendais 3 € parce que je me disais, ah, mais personne ne doit payer 4 € pour cette merde. Et donc, à ce moment-là, c'est le moment où Instagram a permis de mettre 10 images dans un post. Et donc, bah, j'avais plein d'idées de ça que j'avais pas eu le temps de mettre dedans. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, comme Instagram permet de mettre 10 cases, il suffit que mes prédictions, qui étaient plus ou moins longues dans ce livre-là, je les calibre à 10 cases et c'est bon, je peux poster sur Instagram et ça fera un fanzine gratuit. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup. En fait, l'élagage des strips, c'est le plus gros du travail. Avoir les idées, c'est pas le plus compliqué parce que ça, c'est les idées, tu vois, genre qui sait d'où viennent les idées. Des fois, t'as des idées, des fois, t'en as pas. C'est les idées, quoi. C'est pas toi qui décides quand t'as une idée. Par contre, élaguer les trucs pour que ça tienne en 10 cases, des fois, c'est vraiment, ça met plusieurs jours, quoi. Des fois, tu as envie de dire oui, mais s'il se passait ça, s'il se passe ça, alors il va se passer ça, mais en fait, tu dois enlever parce que t'as pas assez de place. Ouais, quand tu dessines un strip comme je fais en 10 cases, souvent t'arrives au strip 6 et tu fais ah putain, il me reste plus que 4 cases et t'as pas le temps, quoi. Donc c'est beaucoup de travail ici sur le texte pour enlever du texte, dire la même chose plus simplement. Par contre, ce qui est marrant, c'est que souvent dans les commentaires, quand je poste sur Instagram, les gens disent ah mais s'il se passait ça, il se passerait ça. Et en fait, le truc qu'ils disent, c'est un truc que j'ai dû enlever. Et donc c'est trop bien, tu vois, tu te dis bah ok cool, l'idée est passée quand même, quoi. Il y a un truc un peu poétique là-dedans. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, vous allez vivre un moment historique. T'aurais un conseil pour un jeune auteur? Non. Un conseil pour un jeune auteur qui voudrait se lancer, pourquoi tu me demandes ça? Je suis un jeune auteur qui me lance, hein. Je sais pas, c'est la question traditionnelle de fin d'interview. Ah ouais? Ok. Attends, non, mais laisse-moi boire une gorgée de grenadine, penser à une réponse un peu éloquente à cette question. Ne lâchez rien, jamais. En fait, j'ai pas de conseils à donner, je suis moi-même un jeune auteur et c'est quand même un peu galère, quoi. Mais... Non, mais en fait, voilà, le conseil, c'est de s'amuser. Parce que c'est tellement dur, il y a tellement d'heures de travail, il y a tellement de remises en question derrière, il y a tellement de moments difficiles, vraiment. Faut vraiment aimer ça, quoi. Et donc, du coup, il faut pas oublier de bien s'amuser, quoi. Donc, amusez-vous. Et ne lâchez rien. C'est sur ces jolis mots qu'on va devoir se quitter.
Un dernier mot? Eh ben oui, lisez de bonnes BD. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite, et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.